Valérie, bonjour. Alors déjà, je voudrais souligner qu'avec 248 000 employés, tu es la première DRH de France, on pourrait l'applaudir, parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit la première DRH de France. Voilà. Donc on a eu l'occasion d'échanger ces derniers mois ensemble dans le cadre des différents travaux qu'on mène côté Hub Institute. Mais pour démarrer, effectivement, vous avez démarré vous avez opéré une vraie transformation RH d'ampleur avec la digitalisation, l'intelligence artificielle, le mode de travail. Et vous avez beaucoup insisté sur l'enjeu de limiter effectivement les risques de rupture entre les technologies d'un côté et puis l'organisation de l'autre. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelques insights par rapport à ça ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Merci pour cette invitation qui me donne l'occasion de partager un peu de l'expérience de la Poste. Alors, pour nous mettre dans le sujet de la transformation, rappelons-nous que la Poste est une entreprise qui a plus de 600 ans. Donc autant vous dire que depuis la Poste aux chevaux, les relais Poste, Jean Mermoz et l'aéropostale, et aujourd'hui, l'identité numérique substantielle développée par notre filiale de DocaPost, il s'est passé des choses et la transformation, c'est au fond dans l'ADN de l'entreprise. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de donner à voir cela parce que ça montre que même dans un moment finalement de tension où tout s'accélère, où tout est un peu incertain, on voit que sur des temps longs, eh bien, il y a des entreprises, des organisations qui s'adaptent en continu au jour le jour et qu'effectivement, il me semble que les logiques de rupture ne sont pas toujours totalement adaptées à l'humain, parce qu'autant on peut s'adapter, et la Poste en est la preuve, autant être dans des logiques dures de rupture organisationnelle. En tout cas, pour ma part, je n'y crois pas et je ne crois pas que ce soit une façon positive d'embarquer à la fois le business et les personnes. Alors le modèle social de la Poste qui accompagne cette transformation, c'est au fond ne laisser personne sur le bord de la route. Et dans un monde où je trouve que l'humain passe parfois derrière ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les agents au sens technologique du terme, il me semble utile de rappeler que les logiques de service, de proximité, de lien humain, c'est aussi notre quotidien et c'est ce que la Poste aussi apporte toujours quand on regarde sur ce temps long. Ce que la Poste apporte, c'est le lien. Alors à Paris, on le vit moins fortement, mais on connaît tous la ruralité et on a tous autour de nous des gens qui ont le facteur et le facteur... Comme le courrier a baissé de 50% en chiffre d'affaires en l'espace de 10 ans, si ça, c'est pas de la transfo, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'on a perdu l'équivalent en chiffre d'affaires de la RATP, comme si la RATP disparaissait. Et pour autant, notre chiffre d'affaires, il est passé en gros de 20 milliards à 35 milliards, 36 milliards. Donc, encore une fois, c'est de la preuve, c'est de la transfo. Mais ce lien humain, cette proximité humaine, notamment dans la ruralité, le service, l'intérêt général, ça a encore du sens, ça a de la valeur. Et dans un monde qui va très vite, nous continuons de défendre cette proximité, ce lien, parce que dans une France qui vieillit, on sera beaucoup de centenaires d'ici quelques dizaines d'années, eh bien, on sera peut-être heureux d'avoir certes de l'IA pour nous aider dans le quotidien, mais aussi, sûrement, des gens qui viendront nous voir et qui maintiendront ce qui est notre spécificité, c'est-à-dire toute cette relation humaine et ce lien social que la Poste continue d'incarner aujourd'hui, 600 ans après sa création par Louis XI. C'est une belle introduction, n'est-ce pas ? Ce qui fait la force du groupe La Poste, c'est son modèle social et sa capacité justement d'inclusion vraiment at scale. Est-ce que tu peux nous partager quelques exemples de ce modèle et qui mesurent un peu l'impact que vous avez par rapport à ça ? La question de l'inclusion, elle se pose forcément dans tous ces changements à venir parce qu'on se dit quels seront les métiers de demain, comment on va faire pour
adapter finalement voilà, des personnes qui ne sont pas natives de cette technologie. Et donc cette dimension d'inclusion et de diversité, n'en déplaise à certains, nous on la revendique encore et fortement. Parce que voilà, c'est une démarche volontariste de valeur qui est sincère, authentique, incarnée, et notamment parce qu'on pense aussi, et c'est une banalité aujourd'hui de le dire, après c'est plus compliqué de le faire, mais que par exemple le handicap, ça a du sens. On a un taux de personnes handicapées de plus de 9%, et on a eu une assez bonne idée pour faire voilà, de cette spécificité du handicap un atout business, c'est-à-dire que nous, La Poste, on vend à nos clients des solutions techno qui doivent aussi être disponibles pour tous les handicaps. Et donc, on a pris nos postiers, on leur a demandé si, selon leur handicap, ils étaient d'accord pour tester les solutions qu'on proposait aux clients, donc pour devenir des testeurs de business en fait. Et donc ils ont tous accepté. Et donc on a créé des groupes. Et donc sur toute nouvelle solution techno qu'on propose aux clients, sur laposte.fr ou autre en B2B, eh bien ça a été testé avant chez nous par nos postiers qui ont le handicap sur lequel on développe la solution technique, par exemple la déficience visuelle. Et on s'assure ainsi que ce qu'on propose est compatible. Et donc, cette dimension de diversité dont on pourrait se dire c'est des bonnes paroles, voilà, c'est de la gentillesse et de la compassion, pas seulement, c'est comment je donne du sens, comment je donne de la valeur, comment je crée de la valeur et que je donne une véritable utilité sociale et comment je fais finalement du handicap, de la diversité, de que sais-je, un atout dans un monde qui est à cette image. Donc voilà, c'est un exemple, c'est le cas, je pourrais parler sur la parité, voilà, et sur plein d'autres sujets. Alors, Ulysse, si tu peux me donner le bouquin. On a publié, et je te remercie pour ton temps, effectivement, ce petit recueil, La Triple Accélération, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, n'est-ce pas, sur l'intégration de l'intelligence artificielle, du développement durable et du futur des organisations. Et on a eu l'occasion de collaborer ensemble. Et du coup, dans l'ouvrage, tu cites effectivement la rapidité des évolutions technologiques rend difficile la planification et des compétences futures. Comment, aujourd'hui, tu as, de manière concrète, déjà commencé à implémenter l'IA au service des collaborateurs, au service de l'efficacité du groupe ? Alors, il y a des gens bien plus compétents que moi sur les technos, etc. Moi, je suis une ancienne. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il faut se tenir au courant. Voilà, même si on n'est pas expert, mais en tout cas se tenir informé des évolutions, de ce qui se passe, enfin, être attentif et puis faire en sorte que les collaborateurs des entreprises le soient. Donc, par exemple, à La Poste, il y a 5 ans, on s'est dit qu'on allait, en 5 ans, former 100% des postiers au numérique. Alors, à des degrés, certes, différents, du facteur qui utilise le Factéo au bureau de poste, où on utilise le Smartéo, jusqu'à nos ingénieurs cyber, etc. Mais en tout cas, il y a eu cette volonté. Alors, c'est long, c'est difficile, les gens n'ont pas le temps, les managers râlent, mais on le fait quand même, et on y arrive. Donc, si on n'a pas un peu de volonté, on ne le fait pas. Et puis, il y a toute la partie qui a été évoquée précédemment, de soft skills, en fait, où là, c'est apprendre à apprendre. Et moi, j'ai la conviction que plus on fera changer les gens de job, plus ça sera simple pour eux d'apprendre, parce que c'est apprendre à apprendre. Et donc, s'entraîner à changer d'univers, d'environnement, d'équipe, etc., donne de la compétence, parce qu'il me semble que la compétence d'adaptation, c'est sûrement une des premières qui nous sera demandée, qui nous est déjà demandée, et plus encore et plus vite. Donc il me semble que nous, RH, on a ce devoir d'engager très fortement les managers et les salariés à bouger. Il faut bouger, peu importe, j'allais dire un peu où, mais le seul fait de se confronter à de la nouveauté génère en fait de la compétence. Quelques exemples de ce qu'on a fait, de ce qu'on commence à faire à La Poste en matière RH sur l'IA. En conclusion.
ça a été ce qu'on appelle proxy job. C'est comment il y a un job qui peut me rapprocher de chez moi. Donc avec les offres d'un côté et puis mon lieu de travail de l'autre, tout simple, mais ça a de la valeur et c'est utile pour les salariés. Moi, j'insiste sur l'utilité. Si c'est pas utile, c'est pas la peine de le faire. Et puis l'autre point, France Travail le fait aussi, c'est matcher entre les compétences que je déclare d'un côté, les jobs que j'ai envie de faire et puis les possibilités dans l'entreprise. Et on a appelé ça Mob Assistant. Et puis il y en a d'autres qui sont en cours de création. Merci beaucoup Valérie, on peut l'applaudir fortement. Merci.